Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur les stratégies d'optimisation de la rémunération. Ce que je vous propose d'abord, c'est peut-être de me présenter. Donc, Audrey Chemouli, on a constitué un cabinet qui s'appelle Chemouli Profession Libérale. Et comme son nom l'indique, l'objectif de ce cabinet, c'était à un moment donné, de partir du constat que les professions libérales partagent une même problématique, c'est-à-dire que on a tous appris notre métier pendant des années d'études qui furent assez longues. Et ensuite, on a essayé de l'exercer ou d'apprendre à l'exercer pendant un temps assez long également. Pour autant, à un moment donné, l'idée, c'est de voler de ses propres ailes, de constituer un cabinet ou de rejoindre un cabinet. Et la difficulté, c'est que malheureusement, on n'a pas été formé à les problématiques de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé de fonder un cabinet qui a pour objectif de dire que tous les libéraux doivent être des entreprises comme les autres. Donc, on aborde un certain nombre de problématiques qu'on essaye le plus possible de lisser pour vous et de les aborder de façon claire et simple. C'est la raison pour laquelle on met en ligne, via des posts LinkedIn notamment, beaucoup de contenu. On essaye de faire chaque mois un thème et à la fin de chaque mois, au milieu de chaque mois, on fait ce qu'on appelle un live auquel vous participez aujourd'hui. Et dans ce live, on aborde la problématique et les 20 premières minutes ou les 15 premières minutes sont sur la présentation qu'on va vous faire du thème. Et après, on prend toutes les questions, donc je vous ai dit, en arrêtant l'enregistrement. L'autre chose aussi qu'on fait, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on aborde l'entrepreneuriat des professions libérales et notamment des avocats, on aborde quelque chose euh, où vous pouvez vous renseigner sur comment on devient un entrepreneur, mais c'est assez difficile, il nous a semblé, de s'inspirer d'autres confrères, parce que vous pouvez avoir envie de lire des bouquins, d'écouter des podcasts d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui exercent le même métier que le vôtre, c'est plus difficile. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a aussi créé un podcast qui s'appelle Avocat Génération Entrepreneur, dans lequel on invite des avocats qui ont profondément changé le business model classique, on va dire, du cabinet d'avocats. Et aussi, on a invité des sachants, des coachs, des experts sur un certain nombre de thématiques, et notamment sur les thématiques de business développement et de communication. Pour revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qu'on a décidé de partager avec vous, c'est la stratégie des dividendes. Alors, ça vient après une série de webinaires, de live, de ce que vous voulez, qu'on a fait sur comment s'associer et le pacte d'associés, puisque bien évidemment, la question du versement des dividendes va être plus prégnante lorsqu'on va passer en société. Je ne vous dis pas qu'elle n'existe pas lorsque vous êtes en individuel, parce que je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais depuis la loi de finances qui est passée là, dernièrement, il y a 3 mois ou 2 mois, vous avez aujourd'hui la possibilité en individuel de passer à l'IS. Et dans cette hypothèse-là, vous pouvez aussi vous verser vos dividendes. Mais ce n'est pas ça qu'on aborde aujourd'hui, parce que déjà, il y a un certain nombre de décrets qui ne sont pas parus. Là, aujourd'hui, on va aborder la stratégie de l'optimisation de la rémunération via des dividendes. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Et comment ça s'organise? Alors, quand on parle de dividendes, on va parler de 2 choses. On va parler d'abord du traitement fiscal des dividendes et ensuite, on va parler du traitement social des dividendes qui ne sont pas la même chose. D'abord, on va aborder le régime fiscal. Donc, on va parler aujourd'hui des sociétés, enfin des dividendes qui sont versés par des sociétés qui sont passibles de l'IS. Okay? Alors, je vous rappelle un tout petit peu comment ça se passe. Quand vous êtes à l'IS, vous êtes en comptabilité d'engagement, à la différence de l'individuel qui est en comptabilité recettes-dépenses. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je suis en individuel, je facture mes prestations, mais tant que je n'ai pas reçu l'argent,
ça n'est pas comptabilisé dans mon chiffre d'affaires. À la différence de la comptabilité d'engagement, si je suis en comptabilité d'engagement, j'émets ma facture, peu importe que je sois payé ou pas, ça va être comptabilisé dans mon chiffre d'affaires. Donc, quand j'ai fait mon chiffre d'affaires, donc à l'IS, j'ai fait mes factures, ça va constituer mon chiffre d'affaires. Je vais avoir mes dépenses. Et dans mes dépenses, je vais avoir aussi, et c'est la grande différence avec le BNC, avec l'individuel, c'est que dans mes dépenses, je vais avoir la rémunération qu'on appelle la rémunération technique de l'associé. Et je vais faire le plus, le moins, ça va me donner ce qu'on appelle un bénéfice, puisque évidemment, on ne parle de distribution de dividendes qu'à partir du moment où on a généré un bénéfice. Donc, je vais mon plus, mon moins. À ça, je vais appliquer mon IS que je vais payer. Et sur ce qu'il va rester, c'est ce que je vais pouvoir me distribuer. Une fois qu'on a dit ça, la question, c'est de savoir comment vous allez être imposé sur cette distribution que vous allez avoir. Vous avez deux choix. Le premier choix, c'est que vous allez avoir l'option de verser, d'imposer vos dividendes à soit le prélèvement forfaitaire libératoire, soit d'imposer vos dividendes comme si c'était du revenu, donc au barème progressif. Okay ? Les dividendes, l'année du versement, on va vous prélever, c'est-à-dire que la société, quand elle va vous verser des dividendes, en fait, elle ne va pas vous verser 100, elle ne va pas vous verser 100. Elle va vous verser moins que 100, elle va vous verser moins à hauteur de 12,8 dans un premier temps. Et donc, le 12,8, elle va le mettre de côté pour l'année de versement du dividende et elle va le payer l'année suivante. Okay ? Ça, c'est comment ça se passe. Attention, je précise. Attention, on va être sur quelque chose où, d'ailleurs, il y a une coquille, vous verrez, c'est 18.2, les prélèvements sociaux, on va en parler après, mais ce n'est pas 18.2, en réalité, c'est 17.2. Enfin, peu importe. Vous allez donc avoir ce 12,8 d'hier, qui va être le prélèvement forfaitaire non libératoire, qui va être dans un premier temps taxé. Et donc là, je parle du régime fiscal. Ensuite, je vous disais, vous avez ces deux options. La première option, je décide de faire le prélèvement forfaitaire, le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire de dire, je vais faire la flat tax. C'est le truc qu'on appelle, et tout le monde a entendu ce terme qui est la flat tax. Et le truc, c'est que personne ne sait ce que c'est. La flat tax, c'est 30%. Et je vais vous expliquer comment ces 30% fonctionnent. 30%, c'est la conjonction de deux taux. En fait, tout le monde parle de 30%, mais si on prend le vrai 30, je le sépare en deux taux et je dis, j'ai 12,8 d'hier et 17,2 de prélèvements sociaux qui ensemble vont faire 30%. Mais c'est donc bien la conjonction de deux taux. Donc, quand on parle des 30%, on doit bien avoir en tête que j'ai mes 12,8 d'hier, mais j'ai mes 17,2 de prélèvements sociaux dont on va parler. La deuxième possibilité que j'ai, si je décide de ne pas être à la flat tax, donc après, c'est un arbitrage, mais la deuxième possibilité que j'ai, c'est de fiscaliser mes dividendes comme si c'était de la REM, donc d'opter pour le barème de l'IR. Lorsque je vais prendre cette voie-là, choisir cette option-là, je vais avoir un abattement de 40%. Et ensuite, je vais avoir mes 17,2, mes 12,8 et ensuite, je vais avoir potentiellement mon IR en plus qui va se calculer puisque quand je suis dans mon prélèvement, quand je suis dans ma flat tax, pour faire simple, une fois que j'ai payé mes 30%, il ne se passe rien. Par exemple, je fais 100, je me verse 100. En fait, dans ma poche, je ne touche que 70 et ça y est, j'ai tout payé. Dans l'autre cas, je vais être imposé sur
60, puisque je vous ai dit, vous savez, vous avez cet abattement qui est mis. Mais ce 60, ça va être une addition de rémunération qui va rentrer dans le calcul de mes tranches d'impôt sur le revenu. Ensuite, je vous ai dit 12,8 d'hier, 17,2 de prélèvements sociaux. Et ces prélèvements sociaux, c'est le traitement fiscal des distributions. Et c'est là où ça va nous intéresser, nous, en tant que libéraux. Je vous explique. Le dividende, c'est censé être la rémunération du capital. C'est-à-dire, j'ai des actions La Poste et on me verse des dividendes. La Poste me verse des dividendes. Je ne sais pas si elle verse des dividendes, mais enfin, mettons. La Poste verse des dividendes et je récupère mes dividendes. Je ne travaille pas à La Poste. Pour autant, je vais avoir des dividendes. Ça va être la rémunération de l'argent que j'ai déboursé pour acheter des actions de La Poste. Ça va donc bien être une rémunération du capital. Lorsque je travaille à l'intérieur de ma structure, la philosophie est tout à fait différente. C'est-à-dire que je travaille à l'intérieur de la structure, je me verse une rémunération et la plupart du temps, en fait, le complément, je vais me le verser en dividende, selon un arbitrage dividende-rémunération que j'aurais fait par ailleurs. Donc, ça veut bien dire que parfois, le dividende est un complément de rémunération. Or, l'administration fiscale, elle dit, c'est pas ça, c'est pas ce sur quoi on s'est entendu. Le dividende, normalement, est de la rémunération du capital. Du coup, pour éviter toute discussion, dans les sociétés de libéraux, pour faire très simple, l'administration fiscale, elle va dire, les amis, pas de problème, mais du coup, nous, à partir d'un certain seuil, on va considérer que ça n'est plus de la rémunération du capital, mais on va considérer que c'est de la rémunération du travail. Donc, à la place d'avoir vos 17,2 de prélèvements sociaux dont on a parlé, vous allez en fait avoir des cotisations et contributions TNS. Donc, moi, je vous ai mis entre 22 et 35 parce que c'est généralement les taux qu'on voit, mais il faut que vous regardiez, vous, individuellement, à combien vous êtes aujourd'hui. Mais elle va dire, à partir d'un certain taux, vous allez être imposé non plus avec des prélèvements sociaux à 17,2, mais avec vos cotisations sociales que vous payez par ailleurs sur vos rémunérations. Ce qui veut dire que vous allez toujours avoir votre 17,2 d'hier, mais à partir d'un certain seuil, vous allez avoir vos cotisations classiques. Et à quel moment ce seuil intervient ? Ce seuil, il intervient à partir du moment où la distribution, le montant qui est distribué, il est supérieur à 10% du capital social, prime d'émission, somme versée en compte courant, et c'est sur les parts détenues en pleine propriété ou en usufruit. Vous comprenez bien que la stratégie, lorsque vous allez vous mettre en société, si vous êtes en indépendant et que vous décidez de vous mettre en société, je vous renvoie, je vous le disais, pour ceux qui suivent un peu moins nos posts, on a sur notre chaîne YouTube plusieurs webinaires qu'on a déjà faits et notamment un webinaire sur lequel on vous explique comment passer en société. Et une des manières de passer en société, c'est de faire des apports, c'est-à-dire, moi, Audrey Chebouli, j'exerce en libéral, je suis en indépendante, je valorise ma clientèle et je constitue je fais l'apport de ma clientèle ou de mon fonds libéral, plus généralement, à la nouvelle société que je vais constituer. Ce qui veut dire que le capital social de ma nouvelle société, que donc j'aurai constitué par apport en nature, puisque vous savez, le capital social, on peut le constituer de différentes façons, et notamment l'apport en nature ou l'apport en numéraire. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être une conjonction des deux, mais disons que du coup, je vais constituer avec mon apport en nature que j'aurai valorisé, mon capital social va devenir, je mets mon fonds libéral vaut 100, et donc je vais constituer ma nouvelle société avec mon apport en nature, ce qui fait que le capital social de ma nouvelle société sera de 100. Vous savez que lorsque vous avez un bilan
actif, passif, vous devez être nécessairement équilibré. Donc, j'aurai mon capital social qui constitue mes apports en nature à 100 et de l'autre côté, j'aurai un fonds libéral qui sera également à 100 lui aussi. Vous comprenez que donc, quand je constitue ma société, donc soit je fais une cession, soit je fais un apport, soit je fais un commodat, ce sont des questions qu'on a traitées donc non seulement dans un webinaire précédent, mais également dans notre podcast Avocat Génération Entrepreneur. Donc, dans les deux cas, on vous explique comment ça fonctionne. Mais plus je fais grossir mon capital social, plus du coup, mon 10% devient de plus en plus intéressant. Et donc, au-dessus de 10%, je vais avoir toujours mon 12,8 d'hier, mais ensuite, je vais avoir mes cotisations. Mais en dessous de 10%, donc pour tout ce qui va concerner les distributions en dessous de 10%, ou si elles sont supérieures, toute la partie qui va être inférieure à 10%. Pour toutes ces distributions-là, je vais avoir la possibilité de faire une flat tax à 30%. Donc, c'est là où ça devient très intéressant. Ça peut aussi potentiellement continuer à être intéressant lorsque je dépasse ces 10% parce que je vais toujours avoir mon impôt sur le revenu à 12,8. Donc, pour tous ceux dont le taux marginal est supérieur à 15, en gros, potentiellement, ça peut devenir intéressant. Mais c'est des calculs qu'il faut faire parce qu'il faut ne pas avoir l'impression que c'est non plus la panacée, puisque comme on est libéraux, on a ces fameuses cotisations sociales qui, à un moment donné, viennent nous rattraper. Et je précise aussi que les dividendes, et c'est pour ça que je mets un slide qui est attention au montage, c'est que vous ne pouvez pas non plus vous devenir quelqu'un, un professionnel libéral, qui n'est que rémunéré en dividendes. Ça, l'administration fiscale, elle va considérer à un moment donné que en fait, vos dividendes ne sont pas une rémunération du capital, mais sont bien une rémunération de votre activité que vous exercez par ailleurs à l'intérieur de votre société. Donc là, aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de vous faire une consultation fiscale, mais c'est de vous mettre un point d'attention sur deux montages qu'on voit, nous, beaucoup. Le premier montage, c'est de dire j'ai ma société d'exercice libéral et je fais ce qu'on appelle une SPFPL au-dessus, c'est-à-dire une holding, et je fais remonter des dividendes de ma structure d'exercice vers ma holding. Et je considère donc que depuis ma holding, qui est donc une société classique, qui n'est plus une société d'exercice libéral, je ne vais pas être soumis à cette règle des 10%. Nous, on considère au cabinet que c'est une erreur et que nous sommes également soumis pour les dividendes qui sont distribués de la SPFPL vers la personne physique à des cotisations sociales. Je souhaitais aussi attirer votre attention sur un arrêt qui est sorti de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 juin 2021. On vous a mis les références, dans lesquelles la Cour d'appel a considéré que les cotisations sociales devaient s'appliquer non plus lorsque c'était le versement de la SPFPL à la personne physique, mais que c'était du versement des dividendes de la société d'exercice à la SPFPL. Parce que qu'est-ce qui se passait? Il se passe que, pour certains, les dividendes qui sont versés de la SPFP, de la société d'exercice libéral à la SPFPL, certains faisaient de la SPFPL une sorte de cash box, c'est-à-dire que tout n'était pas distribué. Et donc, ils considéraient que, du coup, ils n'étaient pas soumis à cotisation sur quelque chose qu'ils n'avaient pas perçu. Là, l'administration fiscale dit que nenni, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi une rémunération du libéral et que donc, à ce titre, vous devez la soumettre à cotisation sociale. On attend avec impatience l'arrêt de la Cour de cassation qui serait sur ce dossier-là, qu'on n'a pas encore. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire où on en est. Mais en tous les cas, il faut que vous l'ayez en tête.
S'il faut qu'on fasse un constat et une sorte de conclusion rapide de ces points d'attention et du versement de la stratégie d'optimisation sur de la rémunération, ce que vous devez avoir en tête, c'est que à chaque fois que vous versez des dividendes, vous gagnez, vous, potentiellement, en pouvoir d'achat, en impôt sur le revenu. En revanche, vous pénalisez toujours votre société puisque du coup, elle va payer de l'IS sur le dividende qu'elle vous aura versé. Donc, la bonne pratique, c'est de dire, je dis que ma rémunération, elle doit être grosso modo en tout cumulé de 100 et je vais pouvoir faire à l'intérieur des arbitrages dividendes rémunération. Mais du coup, si je fais ces arbitrages, on ne me payera pas 30 en dividendes, on me payera 30 moins l'IS. Comme ça, la société, elle, n'est pas pénalisée. Je vous le disais, nous avons l'habitude de clôturer nos webinaires par ce petit mot et en vous remerciant d'avoir été tous présents. J'arrête donc le partage et l'enregistrement pour qu'on puisse prendre les questions.